Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver en ce moment pour cette session d'information pour vous faire revivre les événements ayant marqué l'année 2023. Bonne et heureuse année 2024, une année pleine de succès, de réussite et de bonheur. Nous débutons cette revue avec la page diplomatie marquée par l'arrivée du président congolais Félix Tshisekedi le 9 février 2023. Pour rappel, il était dans le pays dans le cadre d'une visite officielle. Des détails avec Binti Mwadjou. Au cours des discussions, il y aura beaucoup de sujets d'actualité, notamment l'actualité panafricaine, avec l'investiture prochaine du président Azali Assoumani en tant que président de l'Union africaine. On se souvient de l'arrivée ces derniers jours du ministre des Affaires étrangères, du ministre rwandais des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, le président du Congo sera reçu par Azali Assoumani, qui sera bientôt président de l'Union africaine. Sans doute, on se fait une opinion. Peut-être que la question du Nord Kivu sera évoquée. On ne sait pas, mais forcément, en tant que journaliste, on se dit que c'est une question pertinente qui devait être mise sur la table au cours des discussions aujourd'hui. C'est également l'occasion pour Félix Tshisekedi de féliciter son collègue, puisqu'ils sont encore tous les deux membres du bureau de l'Union africaine, tous les deux vice-présidents. Azali sera bientôt président. C'est l'occasion, à quelques jours de l'investiture d'Azali Assoumani, de discuter des enjeux du moment en matière sécuritaire, humanitaire. C'est également une occasion de renforcer justement les relations entre Moroni et Kinshasa, sans doute. L'année 2023 a été également marquée par l'investiture du président Azali Assoumani en tant que président de l'Union africaine. C'était lors de la cérémonie d'ouverture des travaux du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba. Le récit de Fatima Ahmada. La passation du pouvoir se fait solennellement au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tout en saluant les efforts consentis par son prédécesseur. Le président Azali Assoumani compte assumer ses fonctions qui lui sont assignées pour que lui aussi marque positivement son mandat. Cher Macky, vous avez plaidé inlassablement pour la paix et l'intégration, pour la défense et les intérêts de notre continent, dans la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Vous avez réussi à créer le consensus autour de l'accession de l'Union africaine au rang de membre de plein droit permanent au G20. Merci, cher Macky, pour ce bilan éloquent qui nous honore, qui honore le Sénégal et qui vous honore et continue à honorer le continent africain en son ensemble. Je remercie également notre chef frère, son Excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail assidu et l'investissement remarquable en faveur de notre organisation. Pour le président Macky Sall, avec la reconfiguration géographique du monde, une opportunité historique s'offre au continent pour fermer l'ère de l'Afrique des problèmes et ouvrir la voie de l'Afrique des solutions. Nous comprenons tout le potentiel, parce qu'un continent de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 1,4 milliard d'habitants, doté en abondance de toutes sortes de ressources, ne peut être condamné à rester à la traîne du monde. L'émergence de l'Afrique est à notre portée, mais pour y arriver, nous devons accorder plus de temps à l'agenda pour le développement économique et social du continent
L'histoire retiendra qu'au sein de l'Union africaine, tous les pays ont les mêmes droits et jouissent des mêmes libertés. On compte avec tout le support du président du Comore qui va occuper le champ de présidence de l'Union africaine. Et pour moi aussi, je suis deux fois content parce que je suis du Cap-Vert, c'était des îles insulaires, des pays insulaires comme Comore. Donc c'était un honneur pour nous, les pays insulaires, d'avoir la présidence de l'Union africaine pour montrer que ce n'est pas la taille du pays, mais c'est l'esprit panafricaniste qui va montrer comment on fait pour développer notre continent, pour avoir la paix, la sécurité et le bien-être de notre population, pour faire combattre contre la pauvreté, pour faire les sorties les gens de la pauvreté et faire les vraies inclusions sociales de toute la population africaine, surtout pour donner une vraie attention à la femme, à la jeunesse, les enfants, aussi pour les... Au cours de ce sommet, le nouveau patron de l'Union africaine a plaidé pour l'annulation totale de la dette africaine pour permettre une relance de l'économie post-Covid et permettre également au continent de faire face aux impacts négatifs de la crise causée par la guerre en Ukraine. Et pour ce qui est des infrastructures, l'année a été marquée par d'importants chantiers de développement. Parmi les réalisations figure la nouvelle direction générale de la sécurité civile, le centre hospitalier universitaire d'Il Marouf et les travaux de réhabilitation de la route RN2. Ikam Ben Saïd Hassan y revient. Inaugurée le 5 juillet par le gouvernement comorien, la nouvelle direction générale de la sécurité civile symbolise un pas en avant dans la protection et la gestion des crises. Avec un budget dépassant les 412 millions de francs comoriens pour sa construction, ce bâtiment moderne composé de 4 niveaux et de 66 pièces abrite des bureaux de travail, des dortoirs et une salle de conférence. Cet investissement témoigne de l'importance accordée à la sécurité civile dans le pays. La caserne doit disposer d'un bâtiment rez-de-chaussée, un bâtiment secondaire avec cuisine et réfectoire, un entrepôt, plus une citerne d'eau d'une capacité de 1000 m3, un mini-port pour les interventions en mer avec une unité maritime. Les habitudes de pensée et le conformisme intellectuel, parce que jamais les problèmes à résoudre n'ont été assez inédits. Le futur grand hôpital des Comores, le centre hospitalier universitaire El Marouf, devrait être inauguré en décembre 2023. Malgré les retards causés par la pandémie de Covid-19, ce projet ambitieux représente un jalon majeur dans le domaine de la santé. Avec un coût estimé à près de 27 milliards de francs comoriens, il sera le plus grand centre hospitalier jamais construit dans le pays depuis son indépendance. Les travaux qui étaient à 85% achevés en novembre 2023 progressent rapidement et l'inauguration est maintenant prévue pour début 2024. Il nous reste deux volets qu'on est en train de finir. C'est le volet toiture et le volet mur rideau. Donc pour ces deux volets-là, ce qu'on peut dire, c'est que si je vais en pourcentage, je dirais que les deux, à peu près, sont au même niveau. C'est dans les environs de 75 à 80%. Donc, c'est terminé par rapport à ce pourcentage-là. Donc, et la toiture et les murs rideaux, les travaux sont terminés, et vous pouvez les estimer terminés à hauteur de 75 à 80%. Donc, il ne reste qu'un peu moins de 15% à terminer. Donc, je considère que ces deux volets-là sont en bonne voie et que c'est une question de jours, sinon de quelques semaines, pour que ces deux volets majeurs restants soit terminé. Bon, maintenant, il reste un seul volet majeur, c'est le volet qu'on appelle électromécanique. Bon, c'est le volet qui concerne les gros engins qui doivent soutenir en fait, le fonctionnement de l'hôpital, c'est-à-dire que là, je parle des ascenseurs, là, je parle des problèmes de chauffage, là, je parle des problèmes de groupes électrogènes, là, je parle de ces grandes lignes et faisceaux électriques qui doivent converger vers l'hôpital. Voilà, ce sont ces travaux-là. C'est le seul volet qui reste maintenant, mais c'est un gros volet. Mais celui-là ne dépend pas uniquement de nous, mais il dépend, enfin nous, je veux parler de l'unité de coordination de ce projet,
sinon de la partie nationale en général. Ce parti-là dépend essentiellement, pratiquement, à l'entreprise qui fait ces travaux, à laquelle l'entreprise doit faire venir ces gros équipements-là. Parmi les chantiers d'infrastructure majeurs de l'année, les travaux de réhabilitation de la route RN2 entre Mitsuje, Panda, Uroveni et Fumbuni, d'une longueur de 38 km, ont pris une importance capitale. Initiés en juin 2022 par l'entreprise chinoise CGC pour une durée de 24 mois, ces travaux se sont intensifiés cette année. La société chinoise a commencé l'enrobage en juillet et à ce jour, plus de 10 km de terrassement, d'assainissement et de revêtement ont été réalisés. La CGC se montre confiante quant à la poursuite de ce projet et estime que les 38 km de revêtement routier seront entièrement achevés d'ici février 2024. Nous avons été agréablement surpris de l'évolution des travaux. Plus de 40% aujourd'hui sont réalisés, les travaux de terrassement, les travaux de dégagement d'emprise, les travaux d'assainissement et même les travaux de revêtement. Donc on espère, sauf cas de force majeure, que les travaux seront réceptionnés au délai imparti. L'année 2023 a été marquée par des avancées significatives dans les grands chantiers des Comores. De la nouvelle direction générale de la sécurité civile qui renforce la capacité de réponse aux crises au centre hospitalier universitaire El Marouf qui promet une amélioration majeure des services de santé en passant par la réhabilitation de la RN2 qui facilitera les déplacements. Ces projets témoignent de l'engagement du gouvernement comorien envers le développement et le bien-être de sa population. L'année 2023 a été aussi marquée par la réhabilitation et construction des routes telles que le tronçon de route Momouassima-Bongoni-Bimbini sur l'île de Nzouani. Farati Abderrahmane. Les travaux de la réhabilitation de la route Momouassima-Bongoni-Bimbini avancent à pas de géant. Répartis en groupe, les employés de la société chinoise CGC travaillent d'arrache-pied pour tenter de respecter le délai de 18 mois. L'enrobé a débuté malgré le retard d'une journée. Le bitumage continue jusqu'à Sandani avant l'enrobage sur le tronçon de la route Sima, Bimbini et Sima Bungweni. À l'heure actuelle, la circulation devient de plus en plus fluide, un ouf de soulagement pour les usagers de la RN 22. Avant tout, nous remercions le gouvernement qui a fait tous les efforts pour que les infrastructures routières soient faites. Donc nous sommes contents et voilà, nous pensons que maintenant on peut circuler librement et avec toutes les disponibilités. Et nous remercions infiniment ces ouvrages. Les digues et canalisations pour l'évacuation des eaux s'effectuent dans différentes zones. En Pouzini, un mur de soutien le plus haut est en cours de construction. On compte 2 mois depuis que le chantier a débuté. À Yakele-Joumama, la population se réjouit sur l'enlèvement d'une partie de ce rocher qui présente un danger. Les passants attendent avec patience. Dieu merci, alhamdoulilah balamina. Le gouvernement... On remercie le gouvernement de son Excellence M. Azali Assoumani. Vraiment, on est fiers avec la route. On avait peur de cette roche. Que tous les jours, je passe cette route juste le dimanche. Donc, je remercie vraiment le gouvernement et je remercie beaucoup à Dieu. La réhabilitation de la route nationale Momouassima est un projet du gouvernement comorien financé par l'Arabie saoudite. C'est pourquoi des délégations de fonds saoudiens ne cessent de venir visiter l'évolution des travaux accompagnés du ministre de l'Aménagement et des Infrastructures. Les travaux se déroulent dans de très bonnes conditions. Pour preuve, en venant, nous avons constaté
la mission de contrôle en train de réaliser des essais de sabotage plutôt que de pouvoir déterminer l'épaisseur réelle de l'enrobé. Et on a pu constater que l'épaisseur qui a été trouvée correspond à l'épaisseur prévue dans le cahier des charges. La RN22 nécessite un entretien. Les autorités communales veulent assurer l'entretien de la route. Nous pensons qu'on doit responsabiliser les mairies pour qu'ils prennent leurs responsabilités pour à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose, il y a un égoulement ou il y a un caniveau qui est bouché, la mairie s'en charge rapidement et comme ça on n'aura pas les grands débordements et les choses vont se passer très bien. Je crois que c'est de cette manière-là on peut entretenir nos routes très bien. Un autre projet de réhabilitation routier est en cours. Il s'agit de la réhabilitation de la route Oueladungu-Mbremani. Les études topographiques sont déjà réalisées et certains matériels pour la réhabilitation de cette route sont déjà sur place. Au port Ahmed Abdallah Abderrahmane, le directeur régional des travaux publics, a assisté à l'accostage du bateau transportant ces matériels. Cette route est en état de dégradation il y a plusieurs années. Des nids de poules partout. Les usagers qui empruntent cette route se plaignent de la situation. Le trajet Nyumakili-Mitamidi devient difficile. Et des avancées significatives ont été enregistrées à Moélie dans le domaine de la santé, notamment la construction d'un bâtiment flambant neuf pôle mère-enfant et l'inauguration du centre de dialyse à Fomboni sur l'île de Moélie. Zubeda Anjilan. Le domaine sanitaire au niveau de Moélie a connu des avancées considérables à travers la construction du bâtiment pôle mère-enfant, composé de 13 chambres, 3 salles d'opération, 4 salles de garde malades et des salles de médecins. Ce bâtiment a une capacité d'accueil de 60 lits, 6 services parmi lesquels un service de gynécologie néonatale, unité d'obstétrique, d'anesthésie pour ne citer que cela. Ce centre est doté de tous les équipements nécessaires pour permettre d'offrir à la population, en particulier les femmes et les enfants, des soins de qualité. Nous sommes très contentes ce jour parce qu'on a trouvé une belle maison bien équipée avec les matériels propres, maison propre et tout ce qui est là est bon. Ce que je dois conseiller à nos amis mohéliens ou comoriens, c'est que cet hôpital, c'est pour nous les mohéliens. Alors si on entre ici, on doit prendre en charge tout ce qui est là. Si on entre aux toilettes, faire ce qu'on doit faire normal aux toilettes, c'est-à-dire que si on entre, on doit laver, être propre. À présent, on n'a pas le droit d'amener les marmites ici, les matelas et les sacs du riz. C'est interdit maintenant. Une patiente doit y avoir une garde malade. Ce centre de santé dispose d'un système de santé capable de répondre aux attentes des Comoriens tout en évitant des complications avant et après l'accouchement pour éviter les décès maternels et infantiles. Le financement de l'Émirat arabe uni montre la bonne coopération qui existe entre les deux pays. Après sa construction, place à l'installation des équipements obligatoires pour la prise en charge de la mère et du nouveau-né en particulier. Une équipe était dépêchée depuis l'Émirat arabe uni, assistée par des spécialistes de la place. L'installation des équipements, notamment des lits médicalisés, des couveuses pour bébés prématurés, des accessoires d'accouchement était également un grand soulagement. Un grand soulagement pour le responsable du CHRI de Fomboni. Ce bâtiment répond en effet aux normes recherchées dignes d'un centre médical. C'est un bâtiment qui répond aux normes internationales, de même que les équipements répondent parfaitement aux normes internationales. Nous avons nos enfants qui sont là, qui travaillent
et à Arrache-Pied sont issus des mêmes écoles que les autres qui sont à Dar es Salaam ou à Madagascar. Et je pense qu'on va au fur et à mesure diminuer les évacuations sanitaires à l'étranger. Nous serions en mesure de prendre en charge nos patients ici au Comores en général et plus particulièrement à Mali et au sein du CHRI de Fomboni. L'inauguration officielle du bâtiment a vu la participation des autorités gouvernementales à la tête de laquelle le chef de l'État Azali Assoumani ainsi qu'une forte délégation venant des Émirats arabes unis conduite par la ministre de l'Émirat arabes unis ainsi que les Moéliens. Les responsables sanitaires de la place ont remercié les efforts fournis par le gouvernement de l'Émirat arabe unis et de leur Croissant Rouge. Évidemment, aujourd'hui, c'est un jour de joie, de satisfaction, hein, suite à l'inauguration de ce bâtiment, un grand bâtiment qui va abriter le service pôle mère-enfant, un bâtiment qui est occupé de plusieurs instruments, plusieurs appareils. Donc, on ne peut qu'être satisfait et implorer Dieu que tous les patients qui viendront ici trouvent des soins de bonne qualité et sortent avec une meilleure santé et que le bâtiment soit bien tenu. Après la cérémonie, le président de l'Union des Comores a procédé aux coupures de ruban et a revisité le bâtiment, une manière d'admirer les travaux remarquables accomplis par le gouvernement des Émirats arabes unis avec la collaboration de l'ambassade de l'Émirat arabe uni aux Comores. Pour la sécurité sanitaire des citoyens comoriens, en particulier des Mouili, un centre de dialyse est officiellement inauguré. Un centre composé de 6 salles équipées de 8 lits complets, une salle de traitement de l'eau pour garantir des normes sanitaires adéquates et une autre de stockage bien approvisionnée pour assurer un accès rapide aux fournitures médicales essentielles. Un bureau est dédié pour les médecins et une salle de soins garantissant un suivi médical personnalisé. La pièce maîtresse de cette installation est la grande salle de dialyse équipée de 7 lits, offrant un environnement moderne et confortable. Une salle plus intime avec un lit est également disponible pour des situations nécessitant une attention particulière. Le personnel de ce service sont formés pour assurer des soins attentionnés et professionnels prêt à répondre aux attentes des patients. Un médecin néphrologue est actuellement en formation à la prestigieuse faculté de médecine Cheikh Anta Diop de Dakar, renforçant ainsi les compétences médicales pour les patients du centre. L'inauguration de ces centres de dialyse marque encore une fois un pilier important dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé spécialisés dans l'île de Mouili. Les efforts déployés par le gouvernement de l'Émirat arabe uni visent à prendre en charge toute personne qui est dans le besoin. Et dans le domaine de l'énergie, des initiatives ont été prises pour sortir le pays dans la crise énergétique, telles que le projet d'installation d'une centrale photovoltaïque à Bambao sur l'île de Nzouani et l'achat des groupes électrogènes. Nous vous proposons des précisions. La dépendance des Anjouani à l'énergie électrique, que ce soit pour les activités économiques ou pour les consommations domestiques, était rythmée par les coupures répétitives de l'électricité et des délestages, mais encore à l'augmentation du kilowattheure de l'électricité vendue par la Solenec. Malgré ces problèmes qui ont secoué les Anjouanais durant l'année 2023, des initiatives pour les secteurs de l'énergie ont été mises en place par le gouvernement comorien afin d'accompagner la population, notamment le projet pour l'installation d'une centrale photovoltaïque à Bambao, l'achat des groupes électrogènes et autres. Nous savons, le pays traverse une crise énergétique très criante. Face à cette situation, le gouvernement a pris l'initiative de chercher des solutions durables pour que les consommateurs, notamment la population, puissent vivre dans une électricité performante, durable et capable à répondre aux besoins du moment. En ce qui concerne l'eau, les Anjouanais ont aussi vécu un problème lié à l'eau.
Dans certaines localités, les habitants marchaient des kilomètres pour aller chercher le précieux liquide. Comme moi j'ai moins de circulation, j'ai des véhicules, je me déplaçais pour chercher l'eau partout. Même j'allais à Wani pour chercher l'eau. Même j'allais dans les rives de la capitale pour aller chercher l'eau. Donc moi, mais imagine ceux qui n'ont pas cette possibilité, imagine ceux qui n'ont pas cette capacité de pouvoir se déplacer. Comment ils vont voir? C'est vraiment la galère, c'est vraiment la galère. Nous avons un problème d'eau. Et pour me procurer, je me sers directement à la mosquée. Le gouvernement comorien soucieux de sa population, en partenariat avec le PNUD, ont mis en place un projet d'adduction d'eau au bénéfice des 4 communes de l'île d'Anjouan. La cérémonie officielle des faits des travaux déjà réalisés est organisée à Hombo, en présence du chef de l'État, du gouvernement et des partenaires. Effectivement, c'est un don de Dieu. Mais Dieu lui-même nous a intimé l'ordre d'aller chercher de l'argent. Il nous a intimé l'ordre d'aller chercher de l'argent pour réaliser ce projet. Et on a mobilisé 45 millions de dollars pour ce projet. Donc pour le maintenir, je voudrais dire ici, pour maintenir ce projet et avoir d'autres, il faut aussi cotiser. Il faut donner un peu. Partout, même dans des pays où les gens ne payaient pas l'eau. Je veux parler du Koweït, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, parce qu'ils avaient le pétrole, maintenant ils payent. Les Anjouanais ont passé l'année 2023 avec des problèmes liés à l'eau et à l'électricité. L'année 2023 est une année décisive en matière de structuration pour la Direction générale de la sécurité civile, DGSC, à la tête de l'institution. Il y a près de 7 mois, le colonel Abdallah Rafiki estime qu'il a atteint les objectifs fixés, notamment l'opérationnalisation de la Direction générale de la sécurité civile et la mise en place d'une comité local de protection civile. Dans un entretien accordé à Nourdine Saïd, le colonel Abdallah Rafiki évoque les perspectives d'avenir dans son institution. Salam alaikum. Vous êtes à la tête de la Direction générale de la sécurité civile il y a à peine 7 mois. Quel bilan faites-vous? À l'arrivée, nous avons eu des objectifs qui ont été assignés par le président de la République. Vous nous avez assigné 4 objectifs à essayer d'atteindre ces objectifs-là pour une durée de 6 mois. Pour l'année 2023. Le premier objectif, c'était l'opérationnalisation de la Direction générale de la sécurité civile, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin, nous avons inauguré un bâtiment au mois de novembre 2022, mais il n'a jamais été occupé, il n'a jamais été opérationnalisé. Donc c'était la mission première de faire en sorte qu'en juin puisse disposer de sa direction, d'avoir les équipements nécessaires et l'organisation qu'il faut. Le deuxième objectif qui nous a été assigné, c'est effectivement amener l'institution à être comme toutes les autres institutions, à avoir le document nécessaire, à avoir un organigramme, à avoir un personnel en sécurité. Et le troisième objectif, c'est la mise en place d'unités locales de protection civile. Avez-vous atteint ces objectifs? Donc aujourd'hui, je peux dire que nos objectifs ont été atteints, puisque aujourd'hui on a un organigramme validé. Aujourd'hui on a une enseigne, c'est-à-dire un drapeau de l'institution officielle, on a un logo officiel, on a occupé les bureaux, on a opérationnalisé les bureaux. Aujourd'hui nous avons des services, des départements, des sous-directions et des centres. Donc les objectifs premiers ont été atteints. Le quatrième objectif qui est la formation. Cependant, au niveau de la formation, nous avons pensé à la création et à la mise en place d'un centre national de formation de la sécurité civile. Ce quatrième objectif est en cours. Donc les 3 objectifs ont été atteints avant les 6 mois qui nous ont été assignés. Et là, en ce moment, nous sommes en train de finaliser le plan de travail annuel de 2020. Jusqu'à présent, la DGSC ne dispose pas d'un statut juridique. Qu'en est-il de ce projet? Ça, c'est une très bonne question, puisque le statut juridique, je veux dire, la loi a été votée et ratifiée sur le statut particulier du personnel de la sécurité civile. Maintenant, il nous reste
à mettre en œuvre les décrets d'application. Cependant, les décrets d'application, le premier décret, c'est la mise en place d'une grille indiciaire. Parce que vous savez, au niveau du budget, nous avons une surveillance, un programme avec le Fonds monétaire international au niveau du pays. Donc nous devons mettre en œuvre cette grille indiciaire sans pourtant avoir une inflation. Donc là-dessus, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministre des Finances, avec la direction du budget et avec la direction de la fonction publique. Au jour d'aujourd'hui, le projet de décret est déjà sur la table du ministre de l'Intérieur qui va devoir le présenter en Conseil des ministres pour validation. Donc nous espérons, comme je vous l'ai dit, avant la fin de l'année, atteindre les 4 objectifs qui nous ont été assignés. Ceci nous amène à anticiper sur une éventuelle question. En mettant en œuvre le décret de la grille indiciaire, nous allons mettre les décrets qui suivent, parce que vous savez, le statut particulier de la sécurité civile est paramilitaire. Donc il y a un règlement de discipline générale à mettre en œuvre, il y a des équivalences de grade à mettre en œuvre, et nous avons un personnel civil, mais aussi un personnel pompier. Tout ça fait que nous devons travailler avant la fin de l'année. Sur ce qui est tout ce qui est préparation de documents, c'est déjà mis en œuvre. Il reste à présenter ce premier décret. Une fois que ce décret est signé par le président de la République, le reste ira de source. Et ça nous a conduit à demander une modification de décret de création de la Direction générale de la sécurité civile, parce que vous savez, la Direction générale a été créée en 2012. Donc après 10 ans, on a fait un bilan de 10 ans et on nous sommes projetés vers les prochaines 10 autres années. Donc il y a une modification claire et des rénovations et des ajustements que nous devons faire pour faire face aux défis à venir, surtout que la Direction générale de la sécurité civile se positionne en plein dans le programme de Comores émergents. Dans le secteur de l'éducation, l'année 2023 se résume sur les examens nationaux dont les résultats étaient catastrophiques. Un bilan positif de 20 ans de l'Université des Comores et formation des encadreurs pédagogiques sur l'ingénierie pédagogique et de l'approche par compétences pour la promotion de l'enseignement technique et formation professionnelle. Le récit de Hazar Mbaye. Les examens nationaux de l'année 2023 ont causé des sommeils agités et des manques d'appétit chez certains candidats et parents car les résultats étaient catastrophiques. D'emblée, le baccalauréat. À Mouéli, on a enregistré 21,12% admis et 31,97% autorisés. En Ngazidja, 10,86% admis et 23,97 autorisés. Ensuite, le brevet d'études du premier cycle BPC. On a enregistré en Ngazidja un taux d'admis de 10,69% et 16,92% autorisés. En Zouani, 14,64 admis et à Mouéli, 25,31 admis et 26,96 autorisés. Seuls les résultats du concours d'entrée en 6e ECP ont été satisfaisants en 2023. Pour les admis au premier groupe, nous avons eu un nombre de 647 admis qui correspond à 10,69%. Ceux qui ont abordé la série A4 ont eu beaucoup de difficultés, plus particulièrement par rapport au sujet qui a été proposé en français. Peut-être que les élèves, les candidats n'avaient pas l'habitude de parcourir de tels types de sujets. La plupart des enseignants qui enseignent au collège, surtout dans les classes de 3e, ne font pas des dictées questions, ne font pas de sujets d'imagination ou de réflexion. Autre fait marquant l'année 2023 dans le secteur de l'éducation, c'était le projet d'ouverture de l'école doctorale appelée Docet 4 Africa Océan Indien, lancé le 1er juin 2023 à l'Université des Comores. Ce projet émane d'un programme européen intitulé Erasmus. Pour mener à bien ce projet, l'Université des Comores est en collaboration avec l'Université de Turin en Italie et 4 autres universités,
de l'océan Indien, notamment Madagascar et la Réunion. Les recherches vont se baser sur la gestion des ressources et l'autosuffisance alimentaire. Le lancement aujourd'hui de ce projet d'école doctorale à Moroni s'inscrit parfaitement avec la stratégie de mon ministère et de l'Université des Comores qui, avec l'un de nos partenaires stratégiques, la France, travaillons de concert pour ouvrir l'école doctorale. En 2023, le ministère de l'Éducation nationale a formé 17 aspirants conseillers pédagogiques sur l'ingénierie pédagogique par l'approche par compétences APC en misant sur l'analyse de la situation du travail. C'était une façon de construire des dispositifs de formation pour soutenir les ambitions en matière de performance. Les conseillers pédagogiques ont rédigé après la formation des documents de référence, notamment le métier compétences et des guides pédagogiques. C'était une marche pour la valorisation de l'enseignement technique et la formation professionnelle. L'élève doit faire un choix. Ce choix doit être motivé. Donc soit il suit l'enseignement général, soit il poursuit l'enseignement technique, en quelque sorte spécialisé déjà. Parce que quand on fait l'enseignement général, il faut faire un cursus beaucoup plus long. Dans le secteur de l'éducation en 2023, on peut mentionner la célébration du 20e anniversaire de l'Université des Comores, un événement qui a dressé le bilan de cette institution. L'inventaire s'est annoncé fructueux dans la mesure où beaucoup ont été faits durant ces 20 années, notamment l'intensification de l'effectif. Cette solennité a été honorée de la présence du président Azali Assoumani, considéré comme le père fondateur de cette institution. En dépit du bilan positif dressé lors de ce 20e anniversaire, il reste un énorme défi à relever, notamment la capacité d'accueil. Là, on va réfléchir aussi pour la capacité d'accueil, parce que ça, c'est très important. L'année 2023 a été marquée par des résultats désastreux aux examens nationaux, le lancement du projet de l'école doctorale en Union des Comores et l'anniversaire des 20 ans de l'Université des Comores. Cette année 2024 s'était annoncé mal car les enseignants du primaire et du secondaire ont emmagasiné comme d'habitude un mois de grève. Le 2 septembre 2023 a été marqué par le décès d'Aboubacar Seyed Salim, l'un des pionniers de la littérature comorienne à l'âge de 74 ans. Écrivain engagé et poète, il a été membre fondateur du club Kalam et du cercle Pohori, contribué à la diffusion de la littérature comorienne à travers l'émission Café littéraire sur ORTC. Sa disparition laisse un vide dans la littérature comorienne, mais ses écrits et ses combats continuent de rayonner et d'honorer sa mémoire. Ces événements ont façonné une année 2023 riche en émotions, mêlant bonheur et tristesse pour la population. Et en sport, l'année 2023 a été marquée par l'arrivée de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association FIFA, la réussite des athlètes comoriens lors des Jeux des îles de l'océan Indien et la victoire des Selacantes des Comores. Ousamidine Ben Ahmed y revient. Arrivé aux Comores le 12 avril 2023, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association FIFA, a été reçu par le président Azali Assoumani le 13 avril 2023. Au cours de cette rencontre de 45 minutes, les deux parties ont échangé en profondeur sur le développement du football local. Il a montré sa disponibilité d'accompagner les Comores en matière de sport et notamment le foot pour qu'ils puissent développer, aider la fédération comorienne à se développer à travers les championnats pour qu'on puisse quand même relancer des élites au niveau national. Et puis le président lui a signifié aussi sa disponibilité de l'accueillir aussi nouvellement pour une deuxième fois, Inch'Allah, pour que le président puisse lui montrer l'engouement et l'enthousiasme et la volonté, la disponibilité de tous les Comoriens à travers le sport, à travers le foot. Le président de la FIFA s'est déclaré fin prêt à soutenir cette initiative. On a parlé évidemment de football, on a parlé d'infrastructures, on a parlé
de comment faire grandir ce football dans ce magnifique pays. Il faut qu'il y ait des infrastructures, des terrains dans les 3 îles. Il faut que l'académie qu'on a inaugurée ce matin puisse se développer. Il faut qu'on puisse jouer de façon plus régulière au niveau du football masculin et du football féminin. Et il faut qu'on travaille ensemble dans les écoles parce que au niveau de l'éducation, le football peut jouer un rôle très important. Donc on a convenu de évidemment rester en contact, d'unir nos forces, nos subventions, nos programmes. Ce même jour, le président Gianni Infantino a inauguré le synthétique du stade Saïd Mohamed Cheikh où il a remis des équipements de football à la capitaine de l'équipe nationale féminine. Cette année 2023 était une réussite aux athlètes comoriens. Les derniers Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, en août et septembre 2023, ont été marqués par d'excellents résultats. Il s'agit de 30 médailles, dont 5 en or, 10 en argent et 16 en bronze. C'est le plus grand nombre de médailles jamais récoltées par une délégation comorienne depuis la création des Jeux des îles en 1979. Les boxeurs comoriens qui sont venus aux Jeux des îles de l'océan Indien sont totalement différents des boxeurs comoriens qui venaient dans les Jeux précédents. Ils se sont battus avec la manière, avec des méthodes, avec une volonté manifeste de gagner. Les 5 médailles d'or ont été remportées par Fahad Ahmada en natation handisport, Nassir Nassor en athlétisme handisport, Miftah Mohamed en athlétisme, Latif Madi et Yassine Madi en lutte. Moi, ça me fait plaisir personnellement. Après, pour moi, c'est la première fois que je participe à cette compétition. C'est une médaille d'or et c'est un début. On commence à marcher, quoi. Après, on vise des objectifs plus gros, quoi, comme le championnat d'Afrique ou les qualifs au JO pour dans le monde. Et voilà, quoi. Sinon, ça fait plaisir. Et merci à toutes les personnes qui étaient là pour nous soutenir. Cette performance des athlètes comoriens à Madagascar a permis au peuple comorien de bien accueillir ses compatriotes dès le retour au pays. A noter que le 30 août 2023, à Antananarivo, les Comores ont été désignés pays hôte de la 12e édition des Jeux des îles de l'océan Indien 2027. Cette bonne nouvelle a été bien accueillie par le président de la République, Azali Assoumani, qui a reçu le 7 septembre dernier en Conseil de ministres à Beit Salam le drapeau des Jeux. Au travers du Conseil de ministres d'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de remettre officiellement le drapeau des Jeux des îles de l'océan Indien au président de la République, au gouvernement comorien. Le gouvernement comorien a pris acte et s'engage à organiser les 12e Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Pour être au rendez-vous, le gouvernement comorien, en accord avec celui de la Chine, a dépêché 6 experts chinois pour des études de faisabilité aux Comores le 27 novembre dernier dans le cadre de la construction d'une piscine olympique et un gymnase aux Comores. En football, l'année a été marquée par la victoire comorienne du 21 novembre 2023 à Maluzini face au Black Star du Ghana. C'est le nouveau sélectionné Miziane Maolida qui a marqué l'unique but de la rencontre, permettant aux protégés de Stefano Cousine d'être à la tête de leur groupe avec 6 points devant le Mali, Madagascar et le Ghana. C'est magique, on savait qu'on pouvait le faire, on a les capacités. Là c'est incroyable, on s'en rend pas compte. On est à fond, on joue notre carte à fond. On sait que ce n'est pas le plus grand Ghana, mais on sait qu'on a toutes nos chances dans ces qualifications. On doit avoir peur de personne et on doit jouer notre football. Et aujourd'hui on a montré que chez nous, ça va être difficile de nous prendre des points. On a eu 2 victoires, alhamdoulilah, c'est que le début, il faut continuer à travailler parce que tout n'a pas été parfait. Mais aujourd'hui on est fiers de ce qu'on a fait. Au niveau du football local, c'est Jabal Foot d'Ikoni qui a marqué l'année avec un doublé. Les Bleus ont battu Belle Lumière de Djaïzi en finale de la Coupe des Comores au stade de Moroni. Le président Azali Assoumani a remercié les 2 équipes pour leurs efforts. Ils ont le mérité, ils ont fait vraiment un très bon match. Mais aussi Belle Lumière aussi qui a bien joué. Vous voyez, on est parti au penalty. Donc ça veut dire quand même c'était kiff-kiff. Hein, mais aussi Belle Lumière, je remercie pour le fair play qu'ils ont fait. Et puis aussi le staff, toutes les organisations et même les arbitres aussi. Ils ont fait un très bon travail. En championnat, Jabal Foot
est sacré champion national en battant FC Fomboni 4-2 grâce à un triplé de l'incontournable attaquant Enfan Saïd Djambaye avant d'arracher un match nul devant Style Nouvelle de Sima. Durant l'année 2023, les Comoriens ont reçu des grandes personnalités sportives. Il s'agit de l'arrivée de l'ancien footballeur international français Eric Abidal, nommé ambassadeur du football comorien à l'échelle mondiale. La première importance pour moi, ça a été la culture du pays, de venir dans un pays musulman et se sentir comme à la maison dès le premier jour. C'est ce qui facilite le plus, le sourire des gens et l'accueil que j'ai reçu. Après, voilà, j'essaierai, comme je l'ai dit, de faire en sorte que le football comorien puisse avancer dans le bon sens. On peut également noter l'arrivée du judoka français Teddy Riner, triple champion olympique. Ce dernier était en visite aux Comores dans le cadre d'une mission pour la lutte pour un environnement sain. Mais cela ne l'a pas empêché de rencontrer des athlètes comoriens. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une belle et grande famille du judo ici. J'ai déjà donné mon accord, j'ai dit avec grand plaisir. Et puis à l'occasion, en fonction de cette journée, si c'est sérieux, pourquoi pas ne pas venir sur certaines éditions pour remettre les prix. L'année 2023 a été sportivement remarquable pour les acteurs sportifs du pays. Nous sommes arrivés au terme de cette revue annuelle qui consistait à vous faire revivre les événements ayant marqué l'année 2023. Encore une fois, bonne et heureuse année 2024. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Très belle soirée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.